Euh, voilà. Donc, Juste peut-être une petite question. Est-ce que dans ouais. la réalité, ça va-tu être valable aussi, cette approche CP constant, qui Non, est d'ordre exactement. pédagogique, comme vous avez dit? Non, c'est exactement. Comme j'ai dit, c'est dans la pratique, on va utiliser des tables d'enthalpie en fonction de la température. Et puis, en fait, on va utiliser l'enthalpie qui est propre à l'air et l'enthalpie qui est propre au carburant qu'on utilise. Donc, l'enthalpie, c'est vraiment une propriété d'un gaz, donc c'est ce qui est spécifique, qui va être spécifique à la nature du gaz même. Donc, on va utiliser La table à 17, quoi, en fait. comment? Et la table à 17, en fait, pour l'air. Oui, exact. Donc, ces valeurs tabulées-là ici vont être obtenues par des manipulations en laboratoire et puis ça va nous permettre de calibrer justement nos logiciels et puis nos outils de conception préliminaire. Mais ça reste que l'application, l'interprétation des résultats, ça n'a aucun impact. Hein. Si on peut interpréter, une fois qu'on admet qu'on fait une petite erreur sur les CP, l'interprétation des résultats va tout à fait être la même. Hein. Ça ne va pas changer la physique en tant que telle. Donc, ici, ça résume un peu les équations. Donc, vous avez toujours l'équation des gaz parfaits qui est derrière tout ça, hein, P égale rho RT. Donc, ça, ici, vous allez toujours avoir ça en tête. Et donc, avec l'équation des processus isentropiques, vous pouvez obtenir ces équations-là ici. Et c'est ça, justement, qu'on va commencer à s'initier aujourd'hui dans nos exemples qu'on va faire. Dans le cas des CP variables, donc vous avez une approche différente, vous supposez des CP variables. Donc, il faut regarder dans les tables. Et ici, dans les tables, vous allez voir des valeurs d'enthalpie en fonction de la température. Et il faut passer par ce qu'on appelle les pressions relatives. Donc, ça ici, c'est tout simplement un concept thermodynamique que vous avez vu en faisant MEC 235. 240, 240. Ah, oui, ça a changé? OK. Bon, parfait. Et donc, tout ça pour dire que l'idée ici, où que S est l'entropie de génération, S avec l'espèce de zéro en exposant. Donc, va vous permettre de savoir quelle est l'entropie du zéro absolu en Kelvin jusqu'à la température désirée. Et après ça, si vous voulez passer d'un T1 à un T2, à une température T1 à une température T2 pour un gaz donné, bien à ce moment-là, vous pouvez utiliser les valeurs dans les tables et compenser et en fait, justement, pour mieux faire l'évolution d'une température T1 à une température T2 en supposant un CP variable. Donc, c'est cette petite intégrale-là ici qu'on veut éviter d'avoir à faire à chaque fois. Donc, vous voyez que ce n'est pas nécessairement énorme comme travail, mais ça nécessite d'avoir un profil de température. Voilà, un profil de température. Et c'est ça que vous voulez ici intégrer. Hein. Donc, c'est des valeurs c'est quelque chose qu'on peut facilement mesurer expérimentalement. Et avec ces résultats-là, on vient tabuler. Donc, pour ce qui est juste un peu on va présenter un peu les équations qu'on va utiliser. Je tiens juste à préciser que les équations ont des numéros de station. Les numéros de station ici, vous les voyez, mais vous voyez, ça, c'est des numéros de station pour un turbojet. Donc, il faut s'attendre à ce que les stations changent, dépendamment si on est un turboprop, turbojet, turbofan. Donc, quand je présente les équations, il faut toujours les mettre en perspective que si je parle du compresseur, puis que je parle du rendement, puis que ça fait intervenir les stations 2 et 3 ici, bien, si vous êtes dans un autre contexte ou que vous êtes dans un turbofan et pour X, Y raison, les numéros de station changent, donc vous devez avoir le réflexe d'adapter la notation des équations en conséquence. Bien, c'est sûr qu'on va faire des exemples en turbojet, turboprop et turbochar. On va faire des exemples comme ça. Donc, vous aurez quand même sous la main des exemples dans chacun des cas. Mais gardez en tête qu'il ne s'agit pas de trouver une équation et de l'appliquer partout. Donc, les cycles de Brayton qui nous intéressent, on voit que c'est les cycles on avait discuté un peu sur les différentes machines thermodynamiques au cours passé. Donc, on avait dit que le cycle de Brayton, c'était vraiment le cycle d'un point de vue thermodynamique qui permet de libérer le plus de chaleur possible dans un contexte d'utilisation qui nous convient dans l'aéronautique. Et donc, on va parler dans un premier temps de compression isentropique et de détente isentropique. Donc, isentropique, ça veut dire même entropie. Vous voyez quand on fait notre diagramme TS,
Donc, lorsqu'on est isentropique, ça veut dire qu'on se déplace verticalement. Ça, c'est extrêmement important. Quand on est isentropique, on se déplace verticalement. Ça veut dire qu'on n'a pas créé de désordre. Évidemment, ça, c'est dans un cas hypothétique. Ça revient à dire que notre rendement est de 100 rendement isentropique. Graduellement, on va introduire les concepts de rendement et on va se rendre compte que dans la pratique, on est toujours légèrement moins de 100 et par conséquent, le point 2 va être légèrement décalé vers la droite parce que l'évolution ne se fera pas de façon isentropique dans la pratique, va se faire plutôt de façon avec des pertes. Et ces pertes-là, quelles vont être ces pertes-là concrètement? Les irréversibilités, en fait. OK, excellente réponse du point de vue thermodynamique. C'est tout ce qui est irréversible. Et quelle est la source d'irréversibilité en mécanique des fluides? Le frottement. J'ai cru entendre le frottement. C'est ça que tu as dit, Georges-Éric? Oui. Oui, excellent. Donc, frottement, donc les effets visqueux. Donc, tout ça va ensemble. Frottement, effets visqueux, tout ce qui se produit dans la couche limite particulièrement, où les effets visqueux sont très importants. Donc, ça, c'est un point important à garder en tête. Donc, sachez que dans le cycle théorique de Brayton, on est à pression constante. Donc, la chambre de combustion se fait à pression constante et on injecte de la chaleur via la combustion du carburant avec le comburant. Donc, ça, c'est important à savoir. C'est une caractéristique du cycle de Brayton. Et après ça, on fait une détente isentropique. Donc, ça représente la turbine de 3 à 4. Et par la suite, dans le cycle de Brayton, on lit le point 4 à 1. Dans la pratique, il faut comprendre qu'on éjecte nos gaz chauds dans l'air libre et on vient reprendre de l'air frais de l'air libre. Donc, c'est l'équivalent de dire que je prends les gaz chauds et je les remets à l'entrée du compresseur, d'où j'ai éjecté mon Q-out. Donc, le fait d'avoir du gaz chaud et de réabsorber du gaz froid, ça revient, c'est un peu l'équivalent de dire je prends la même air, mais j'en ai extrait le Q-out, c'est-à-dire la différence de température entre la sortie de la turbine et l'entrée du compresseur. Donc, ça ici, c'est, si on veut, rappel du cycle de Brayton. Première loi de thermodynamique, ça nous dit ça ici. Hein? Donc, Q, c'est la chaleur, dégagement de chaleur. Donc, ça peut être une réaction chimique, transfert de chaleur entre des parois hein, si on est adiabatique ou pas. W, c'est le travail. Donc, imaginez-vous un piston qui est en mouvement dans un cylindre. Donc, si de l'extérieur, on fait un travail sur le piston, c'est-à-dire qu'on donne de l'énergie au fluide, donc ça va être considéré un travail. Même chose si le fluide se dilate et puis fait bouger un piston qui a une certaine masse. Donc, le fluide fait un travail sur son environnement. Donc, là, à ce moment-là, le fluide perd de l'énergie parce qu'il a fait un travail. Et donc, cette différence d'énergie-là ici, qui est donc la chaleur moins le travail, va nous donner la différence d'énergie à l'intérieur de notre système. Et maintenant, ce système-là, qui est petit e, l'énergie du système, donc ça ici, ça peut être écrit en fonction, en fait, on peut la compartimenter en énergie de notre enthalpie, ici, qui inclut entre autres température et pression, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, c'est sûr que dans le cadre d'un moteur d'avion, la différence d'altitude entre une partie et l'autre du moteur est relativement négligeable. Donc, le dernier terme ici, on va le négliger la plupart du temps. Par la suite, ici, bon, j'ai mis en rouge ici. Avant, on va commencer ici. Donc, compression, expansion exentropique, adiabatique et réversible. Donc, c'est ici, isentropique, bien, ça revient à dire si on a un rendement de 100 %. Donc, ça, il faut ajuster en fonction des rendements. Adiabatique, lorsqu'on est adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a aucun échange de chaleur avec l'extérieur, ce qui est quand même une approximation. La façon qu'il faut le regarder ou la mettre en contexte dans la vraie vie, c'est est-ce que la chaleur qui est dégagée, disons, par le compresseur ou par la turbine, est-ce qu'elle est
significative ou pas par rapport à l'énergie du fluide que la turbine contient. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a zéro chaleur qui a été éjectée, si on veut, sous forme de transfert de chaleur de la turbine. Il s'agit plus de dire que la chaleur qui est éjectée de la turbine via les parois, elle est négligeable par rapport au gaz, l'énergie contenue dans le gaz. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette approximation adiabatique. Donc, il faut garder quand même nos hypothèses en contexte. Donc, c'est tout à fait raisonnable de dire qu'on fait l'approximation d'être adiabatique. Et réversible, c'est la conséquence directe de supposer un rendement de 100 %, de dire qu'on est isentropique. Évidemment, l'adiabatique, on va toujours la conserver tout au long de la session. On va faire quelques commentaires sur des transferts de chaleur, on verra ça jeudi, mais dans les applications numériques, on va toujours considérer qu'on est adiabatique. Par contre, dans nos applications numériques, on ne va pas toujours considérer qu'on est isentropique. On va évidemment mettre nos rendements isentropiques dans nos équations. Même chose ici. Lui, je le mets en rouge ici parce que c'est souvent une erreur fréquente. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est une erreur plus que les autres critères, mais on va se rendre compte que lorsqu'on développe les équations, on va faire une première approximation en disant que la variation d'énergie cinétique, elle est nulle, ou elle est négligeable, en fait, négligeable. Donc, ce qui va nous amener à négliger ce terme-là ici d'énergie cinétique. Ça va être dans le cadre du premier TP, on va faire cette approximation-là. Mais éventuellement, là, déjà jeudi, on va voir des équations un petit peu plus génériques avec moins d'hypothèses et entre autres, on ne négligera plus la variation d'énergie cinétique. Donc, c'est ici, on la néglige pour l'instant, mais on va la réintroduire plus tard, c'est-à-dire jeudi prochain. Donc, aucune perte de chaleur dans la chambre de combustion. Encore une fois, ça, c'est le cycle de Brayton qui nous dit d'avoir une pression constante. Rien ne nous empêche, nous, d'introduire une perte de pression dans la chambre de combustion pour représenter les effets visqueux, les irréversibilités. Donc, toutes les approximations ici doivent être mises dans un contexte. Composition d'un gaz, la composition du gaz elle est constante ainsi que ses chaleurs spécifiques. Il faut comprendre que la combustion, c'est quand même quelque chose de très complexe. Et donc, on ne va pas rentrer dans cette complexité-là, surtout pas dans un cours d'introduction comme on fait cette session-ci. Donc, débit massique constant à l'intérieur du cycle. Donc, encore une fois, ça peut paraître assez, on peut se dire c'est évident parce que la masse, on ne la crée pas, on ne la détruit pas. Par contre, il faut comprendre qu'on injecte du carburant dans la chambre de combustion, de 1. Donc, ce qui fait que ce qui rentre par le diffuseur de notre turbojet, c'est un petit peu plus faible que ce qui va sortir par la tuyère, parce que la tuyère va avoir nos gaz froids, l'équivalent des gaz froids plus du débit de carburant. Et si on regarde un petit peu plus à l'interne, il faut comprendre qu'il y a du refroidissement, c'est-à-dire qu'à fur et à mesure qu'on progresse dans le compresseur, on va créer des conduits. En fait, on va permettre à l'air d'évacuer à certains endroits stratégiques du compresseur pour court-circuiter la chambre de combustion. Donc, c'est-à-dire dans la chambre de combustion, on va avoir moins de débit massique qu'à certains endroits dans le compresseur et on va réinjecter cet air froid-là dans la turbine pour rafraîchir nos ordres de turbine. Donc, globalement, entre ce qui se passe entre le diffuseur et la tuyère n'est pas affectée par toute cette complexité de refroidissement, mais si on regarde dans le détail entre le débit massique, disons, du premier étage de la turbine versus le débit massique du deuxième étage de la turbine, on peut avoir des différences parce que justement, il y a du refroidissement. Encore une fois, on n'ira pas dans ces détails-là, mais c'est bon de garder ça en tête. Donc, transfert de chaleur, on en a déjà parlé un petit peu concernant nos hypothèses adiabatiques. On va en revenir un peu plus tard. Donc, ça, c'est vraiment une application numérique ici. Donc, vous voyez qu'au compresseur, entre les points 1 et 2, donc c'est la variation d'enthalpie. Si on suppose des CP constants, à ce moment-là, ça revient à faire notre différence de température. Donc, on note ici qu'on utilise T2 et T1 uniquement, que les vitesses n'interviennent pas parce que, comme dit précédemment, on néglige l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Ajout de chaleur, même chose, c'est la différence entre les stations 3 et 2, alors que la turbine, c'est la différence entre les stations 3 et 4. Maintenant, les rendements. Les rendements, c'est un peu le même principe qu'on va utiliser.
Donc, rendement du cycle. Donc, on va parler du travail net. Donc, le travail net, par exemple, le travail net, ça va être surtout pour un turboprop ou un turboshaft. Donc, ça veut dire quel est le travail qui va être disponible à l'arbre de transmission de puissance. Donc, on a vu que pour un turboprop, on veut transmettre une puissance à un arbre qui va être lié à une hélice. Pour un turboshaft, on va dans le même cas transmettre la puissance à un arbre pour être connecté à une génératrice ou quelque chose du genre. Dans le cas d'un turbojet, il n'y a pas d'arbre en tant que tel qui va jouer un rôle dans la poussée. Donc, c'est-à-dire qu'on veut, c'est-à-dire que le travail de la turbine va être exactement égal au travail du compresseur. Et à ce moment-là, le rendement pour un turboprop, on va voir certaines variantes, comment le calculer. Mais bon, ici, on est plus dans un contexte générique, et c'est-à-dire que quand je dis générique, c'est plus l'application industrielle, turboprop, turboshaft. Et donc, le travail net, ça va être le travail qui passe à travers tous les étages de turbine, moins ce qui a été nécessaire pour le compresseur. Et ce qui va rester, c'est ce qui va être disponible pour faire un travail utile en quelque sorte. Donc, on s'imagine un compresseur, pas un compresseur, on s'imagine un générateur plutôt pour une application industrielle. Donc, ici, c'est important, vous le voyez, on exprime en fonction des enthalpies. Dans le cas particulier où on s'intéresse au cas CP constant, vous voyez la simplification qui peut en découler. Donc, gardez en tête que les équations sont toujours basées sur l'enthalpie, et si on se permet de faire l'hypothèse des CP constants, on peut réécrire ces équations-là en fonction de la température. Donc, voilà, encore ici, vous avez les équations. Donc, RP qui va être le ratio de pression. Dans le cas simplifié de notre cas ici, donc les ratios de pression au compresseur vont être le même ratio de pression à la turbine. Encore une fois, ça c'est toujours, on est toujours dans notre cas simple. On commence simple. Et donc, le rendement thermique ici devient ici. Donc, l'important ici, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est, malgré le fait qu'on a fait quelques approximations, ce que ça met en évidence, c'est que plus le ratio de pression est élevé, plus notre rendement thermique devient important. Et donc, c'est un peu ça ici le point crucial. Donc, pourquoi on a un compresseur? Ben, c'est parce qu'on se rend compte que d'un point de vue thermique, plus notre ratio de compression est élevé, plus grand notre rendement thermique va être. Et après ça, ben, ça dépend des limites technologiques qui nous permettent d'atteindre notre ratio de pression élevé. Évidemment, on ne peut pas avoir un compresseur avec 20 étages, ça va être trop lourd et au final, malgré le fait qu'on va avoir un rendement thermique plus élevé, on va avoir un moteur qui est trop lourd et globalement, on va être perdant. Donc, il y a toujours un point optimum à développer. C'est un peu ça tout le challenge de la conception. Évidemment, pour un contexte bien particulier. Donc, ça ici, ben, je vous laisse, ça c'est tout simplement, on résume ici. Hein, donc, le travail net ici, ça remet un peu en évidence ce qui a été dit précédemment. Et ici, on fait juste manipuler un petit peu les équations. On va voir un peu comment on utilise ces équations-là dans le cadre, je pense que ça va être plus dans le TP de la semaine prochaine par contre. Donc, cycle théorique toujours versus réel. Donc, comme je vous dis, quand la variation d'énergie n'est pas toujours négligeable, la compression et expansion ne sont pas toujours isentropiques. Donc, du frottement, on l'a dit. Et le cas spécifique avec du frottement, hein, ça nous amène à des écoulements qui ne sont pas isentropiques. Donc, c'est P et gamma. Et donc, ici, là, des fois, la fonte n'est pas très claire. Là, ce Y-là, ça reste que c'est toujours le gamma. Donc, si le CP varie, le gamma va varier. Et si le gamma varie, bien, on voit que c'est utilisé dans toutes nos relations isentropiques. Donc, à ce moment-là, il va falloir qu'on considérer cette notion ici. Est-ce que ici, on va peut-être aller ici directement. État de stagnation. Donc, est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi l'état de stagnation? D'un point de vue pratico-pratique. Donc, c'est sûr qu'on peut le définir ici avec une petite phrase. État de stagnation est l'état dans lequel le fluide atteindrait s'il était arrêté de façon réversible, adiabatique et sans travail. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on peut visualiser l'état de stagnation?
C'est un peu comme un état statique où la vitesse est nulle. Exactement. Donc, c'est un cas, ça va être, on peut faire l'expérience mentale en quelque sorte d'un cas statique, mais il faut comprendre que ce n'est pas juste le fluide qui a été, dans le cas particulier où le fluide est arrêté. Il faut quand même comprendre qu'on prend le cas réel qui est en mouvement avec du fluide en mouvement. Et là, on se pose la question, si le fluide est arrêté de façon isentropique, donc s'il est arrêté, donc ça veut dire si son énergie cinétique, son énergie globale est conservée, donc c'est-à-dire que si ça, j'arrête le fluide, ça veut dire que son énergie cinétique devient nulle. Et donc, on voit ici avec l'équation que si l'énergie cinétique devient nulle et que l'énergie globale du système est conservée, donc à ce moment-là, ça va aller ici dans l'enthalpie. Donc, il y a comme ce transfert d'énergie-là qui se fait entre l'énergie cinétique et l'énergie en température et en pression. On note que lorsqu'on dit qu'on a atteint l'état de stagnation, donc ça se fait sans transfert de chaleur, donc quand on dit qu'on est adiabatique, on fait sans travail, donc c'est la raison ici qu'on vient préciser parce que ça veut dire que ça ici c'est égal à 0, ces deux termes ici. Et donc ça nous permet de dire que comme on a une égalité entre l'état 1 et l'état 2, donc l'état, si on veut, en mouvement et l'état de stagnation. Donc ça nous permet ici de comprendre quelle serait l'enthalpie si le fluide était arrêté de façon isentropique. Pourquoi ça, c'est important? Et puis ça va être une des premières choses qu'on va vouloir expérimenter en TP. Ça va être et c'est souvent un concept qui est un petit peu plus abstrait, l'état de stagnation et surtout son utilité. Donc, on peut commencer, par exemple, juste pour... donc, si on prend l'écoulement autour d'un cylindre, donc si je prends l'écoulement autour d'un cylindre, donc j'imagine un cas sans effet visqueux, donc je vais avoir un cas assez hypothétique, là, sans effet visqueux, donc ça va me dire... Si vous vous souvenez un peu de votre cours de mécanique des fluides, vous allez avoir, et ça, c'est des lignes de courant ici que je trace, comme ça ici. Essentiellement, c'est un peu ça. Comme ça ici. Donc, je peux créer différentes stations. Quand je dis différentes stations, c'est un peu à des endroits différents où que je vais venir interroger ou pas m'interroger, mais disons que je vais venir mesurer expérimentalement. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est loin du fluide et le point ici qui est sur le fluide ici. Donc, je vais juste mettre ça ici en attendant. Donc, disons que ça, c'est la station 1 et ça ici, c'est la station 2. Et donc, on a donc dQ/dW qui est égal à H2 moins H1. Donc, j'écris mon équation de conservation d'énergie. Donc, plus 1/2. Et là, j'introduis mon énergie cinétique, VD au carré. VD au carré moins V1 au carré. Comme c'est ici. Donc, un état de stagnation, donc c'est vraiment le cas où le fluide est mis à l'arrêt. Donc, ça ici, c'est un point de stagnation. Vous voyez tout le monde ici qu'il y a un point de stagnation à la station 2. Et donc, ça, c'est une façon d'arrêter une particule de fluide sans faire de travail et sans libération de chaleur. C'est sûr que là, on est... puisque dans la vraie vie, il y a toujours un peu de frottement, il va toujours avoir une légère élévation de température durant le processus d'arrêt au point de stagnation. Mais disons qu'on fait cette expérience-là ici dans des conditions idéales. Donc, ce qu'on sait ici, c'est qu'on va avoir une certaine pression P1, une certaine température T1 et une certaine vitesse V1. Par contre, ici, on va avoir une certaine pression P2, une certaine température T2, et on sait que V2, par définition de ce qu'un point de stagnation, ça va être égal à 0. On suppose qu'on est en mètres par seconde.
Et on sait que de 1 à 2, donc de 1 à 2, donc on est adiabatique et il n'y a pas de travail qui a été fait. Donc, qu'est-ce que ça implique? Donc, ce que ça implique, en fait, si on prend le rouge, donc ça implique que pas de chaleur, pas de travail, et on sait que V2 est égal à 0, comme c'est ici. OK. Donc, si on regarde cette équation-là, donc ça fait H2 qui est égal à 0 qui est égal à H2 moins H1 plus, ici ça va donner moins, donc moins V2 carré comme ça, V1 carré ici. Donc V1 carré. V1 carré, comme ça sur 2. Donc, si on veut, ça nous dit que H2 est égal à H1 plus V1 carré sur 2, comme c'est ici. Et donc, ça, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir que, comme j'ai fait aucun travail, j'ai aucune perte de chaleur entre 1 et 2. Donc, ça veut dire que mon fluide, lorsqu'il va être arrêté de façon isentropique, va avoir une enthalpie qui va être quand même plus élevée que H1 hein, par une contribution ici de V1 carré sur 2. Donc, les états de stagnation, habituellement, on met l'indice 0 pour simplement signifier comme quoi c'est une mesure qui a été prise en supposant que le fluide est arrêté de façon isentropique et sans perte de chaleur. Donc, ce qu'on va introduire ici, c'est qu'on peut déduire l'état de stagnation à chacun des points. Donc, j'ai le point 1 ici. Donc, j'ai mon enthalpie H1 ici, mais je pourrais dire quelle est mon enthalpie de stagnation en 1. Et je pourrais dire la même chose ici. Quelle est mon enthalpie? J'ai mon enthalpie en 2 et quelle est mon enthalpie de stagnation en 2. Donc, vous voyez que je rajoute le 0 pour indiquer mon enthalpie de stagnation en 2. H2, c'est mon enthalpie au point 2. Et H02, mon enthalpie de stagnation au point 0,2. Donc, et H02, c'est par définition lorsque la vitesse elle est égale à 0. Donc, ce qu'on met en évidence, c'est que l'enthalpie de stagnation, ça va être égal à l'enthalpie statique. Donc, ça, c'est une équation générale qui va s'appliquer partout, partout sur mon schéma que je viens de dessiner, plus une demi V carré, comme c'est ici. Donc, c'est ici question vocabulaire. C'est important de mettre en évidence que c'est ici, c'est enthalpie de stagnation. H, ça c'est l'enthalpie statique. Et une demi V carré, quelqu'un sait comment ça s'appelle? La pression, l'enthalpie dynamique. Excellent. Donc, enthalpie dynamique. Donc, si on a dCp qui est égal à une constante, ça veut dire que je peux prendre cette équation-là et la diviser par Cp. On sait hein, que la variation d'enthalpie, c'est égal à Cp multiplié par la variation de température. Donc, si avec des Cp constants, je peux dire T0 est égal à T plus, on va écrire ça comme ça ici, plus V carré divisé par 2 Cp. Donc, ici, on va avoir T0, T et V carré sur 2 Cp. Donc, c'est ici, vous me voyez venir.
Donc, température de stagnation, température statique et température dynamique. Donc, ça ici, c'est important de garder ça ici. Donc, notez, et donc ça ici, je vais le mettre en rouge. Donc, pression de stagnation qui est égale à P plus une demi rho V carré. Donc, il faut faire attention avec cette équation-là. Vous vous souvenez qu'on avait vu cette équation-là en MEC 335 en mécanique des fluides. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser dans le cours de propulsion? Non, Pourquoi? mais parce que en propulsion, on a le nombre de Mach aussi qu'on doit utiliser. OK, excellent. Je pense que tu comprends, mais c'est quoi le mot-clé qu'il faut dire? Si tu veux résumer tout ça en un seul mot? La compressibilité. Excellent. Donc, l'équation, en fait, ça revient à l'équation de Bernoulli où on avait fait l'hypothèse d'un écoulement qui était incompressible. Donc, ça peut être une erreur souvent qu'on va faire dans la mesure où on va dire que on va avoir notre pression de stagnation, pression statique et pression dynamique. C'est des termes qu'on utilise en mécanique des fluides parce que la plupart du temps, on est incompressible. Ici, on va voir qu'il va falloir utiliser nos relations isentropiques. Je pense qu'on les a déjà... est-ce que je l'avais déjà montré ici un peu avant? Il va falloir utiliser nos relations isentropiques ici. On va la revoir peut-être plus en contexte plus tard. Mais c'est ça qui est important de mettre en évidence. Donc, lorsqu'on est compressible, cette équation-là, c'est un grand non-non. Donc, on n'utilise pas ça. On va voir ce qu'on va utiliser en temps et lieu. En fait, on le voit un peu ici directement. Là. Donc, on l'a ici. Relation isentropique entre pression statique et pression dynamique. Donc, c'est une évolution isentropique aussi entre température et température de stagnation ici. Donc, vous voyez, vous devez utiliser cette équation-là ici pour mettre en évidence, le lien entre pression statique et pression de stagnation. Et le ratio T0 sur T, donc ça ici, vous pouvez le manipuler algébriquement pour faire mettre en évidence ici le ratio T sur T0, ou plutôt T0 sur T. Et après ça, vous avez quelques manipulations algébriques à faire pour faire apparaître, si on veut, la vitesse du son. Là, vous avez la vitesse ici divisée par la vitesse du son, et ça, vous allez faire apparaître un nombre de Mach. On regardera peut-être un petit peu plus en détail le détail de cette démarche-là mathématique jeudi. Et donc là, ici, ce que vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai déjà dit concernant température de stagnation, température dynamique et température statique. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur ici, donc vous voyez que si l'air va à 100 mètres par seconde, ce qui est quand même assez élevé, si c'est arrêté de façon isentropique, la température augmente de 5 degrés Kelvin. Donc, c'est juste une ordre de grandeur ici. Et c'est ici, on fait un exemple tantôt en TP, donc ça, on va avoir l'occasion. Donc, je pense qu'on a pas mal déjà tout vu pour commencer notre TP. Donc, ouais. Donc, rendement isentropique, ça, j'en parlerai quand on fera notre exercice tout de suite. Donc, on peut commencer tout de suite avec notre exercice de TP. Donc, j'ai ça ici. Donc, si vous prenez module 1, introduction rappel, donc l'exercice 1.1, c'est avec des CP spécifiques variables. Et le 1.2, on nous demande de refaire le même, mais avec des CP spécifiques constants. Donc, je préfère faire celui avec des CP spécifiques constants en premier, puis après ça, on fera celui des CP variables.
par la suite. OK. Donc là, je vous encourage fortement à avoir l'énoncé avec vous. Là. Moi, je vais juste présenter ma démarche ici. Mais quoi que je peux lire l'énoncé avec vous en premier temps, puis après ça, je vous laisserai suivre. Donc, de l'air est utilisé dans un cycle de Brayton simple avec un ratio de pression 8. Les températures minimum et maximum sont respectivement de 310 Kelvin et 1160 Kelvin. Si on suppose un rendement isentropique de 0,75 pour le compresseur et de 0,82 pour la turbine, on demande alors de déterminer en utilisant les coefficients de chaleur spécifiques. Nous, on va faire la variante avec les chaleurs spécifiques constantes. Donc, on a les mêmes questions à répondre. Donc, température de l'air à la sortie de la turbine, le travail net en sortie, l'efficacité thermique, l'efficacité du cycle idéal isentropique de Brayton équivalent et l'efficacité du cycle de Carnot aux mêmes températures minimax. Donc, pourquoi on veut comparer avec le cycle de Carnot? C'est parce qu'on sait que dans notre cours de thermo, on avait vu que c'était la machine thermique la plus efficace. Donc, on sait que le cycle de Carnot est plus efficace que le cycle de Brayton, malgré le fait que ce soit deux cycles complètement différents. On ne peut pas faire un moteur d'avion avec le cycle de Carnot. Mais c'est juste pour une approche plus théorique de savoir quel est le rendement maximal qu'on peut obtenir avec notre cycle de Carnot et aussi avec notre cycle de Brayton au ratio de pression désiré ici. OK. Allons-y avec ça ici. Donc, on va faire ici 1.2. Après ça, on fera le 1.1. Oups, c'est pas en rouge. Donc, 1.2. Donc, en fait, on nous demande la température de l'air à la sortie de la turbine. Donc, ça, pour y arriver, on va avoir besoin d'une équation du rendement de la turbine. Donc, le rendement de la turbine ici, donc ce qu'on va présenter, c'est l'équation intégrale en quelque sorte. Donc, notre équation pour la turbine, donc ça va être ici la variation, donc NPH03 moins H04 divisé par H03 sur H04S. Donc, j'en profite ici pour parler un petit peu plus de détails sur le cycle de Brayton. Hop. Je vais faire ça comme ça ici. Donc, on a parlé d'état isentropique, on a parlé que dans la vraie vie, on n'est pas isentropique. Comment qu'on gère ça concrètement? Donc, c'est sûr que là, c'est notre premier exemple, donc je vais donner un petit peu plus d'explications concernant justement ça ici. Donc, même en fait, je devrais mettre ici enthalpie. Donc, on a notre cycle de Brayton. Hein? Donc, on part de 1 et on va à l'état 2, comme c'est ici. Et de 2, on fait combustion. L'état 3, ici comme ça. Et de 3, on va à 4. Et après ça, on fait comme ça ici. Donc ça ici, c'est quand même très général comme cycle. Que ce soit turboprop, turbofan, on n'a pas encore mis assez de détails pour faire la distinction entre les différents types de propulsion. Donc, première des choses, ça, on avait dit que c'était clairement isentropique parce que vous voyez mon évolution. Donc, c'est de la plus d'un 0. C'est un 1 dans un cercle. Donc, c'est ici de 1 à 2. Je suis clairement isentropique parce que vous voyez que mon entropie, elle n'a pas augmenté. Et donc, dans notre notation, on va dire que isentropique, l'indice isentropique, ici, quand on fait notre diagramme, on va y mettre l'indice S. Donc, ça ici, c'est en réalité ce point-là ici, c'est mon état 2S. Donc là, si mes S ressemblent à des 5, faites-moi signe, là, il faut clarifier.
Et donc, de la même chose, si je veux faire une évolution isentropique de l'entrée de ma turbine à la sortie de ma turbine, donc je vais rajouter un S comme ça ici. Donc, jusque-là, vous me suivez? Je vais mettre ça ici. Parfait. Donc, dans la vraie vie, on sait que notre évolution ne sera pas isentropique. Donc, on sait que on va viser le même ratio de pression. Donc, ça, ici, un autre important commentaire à faire. Donc, ça, cette ligne-là ici, c'est un isobar. Hein? Donc, c'est une pression constante. Donc, c'est ici, P est égal à une constante. Et c'est ici, P est égal à une constante. Donc, ce sont deux pressions différentes. Donc, c'est la pression à l'entrée du compresseur, la pression à la sortie du compresseur, pression à l'entrée de la turbine, pression à la sortie de la turbine. Donc, vous avez, ici, dans notre cas simplifié, on se trouve à avoir le même ratio de pression à l'entrée et à la sortie du compresseur que de part et d'autre de notre turbine. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est pression constante. Donc, ça veut dire que lorsque je conçois mon compresseur, je dis ici qu'on a un ratio de pression qui est égal à 8. Ouais, à 8. Donc, on a notre RP, bon, je vais marquer ici. Donc, RP qui est égal à 8. Très bien. Donc, si je ne suis pas isentropique, ça veut dire que je m'attends à ce que mon entropie augmente. Donc, je dois me déplacer vers les S positifs, mais je reste toujours dans un contexte où je veux avoir un ratio de pression de 8. Donc, ça veut dire que mon point initial va être toujours sur cet isobar-là, va partir de cet isobar-là, puis va finir sur cet isobar-là ici. Parce que je veux toujours avoir mon même ratio de pression. OK. Donc, de ça ici, ça veut dire que, là, si je mets une couleur disons. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'en réalité, mon cycle va plutôt ressembler à ça ici. Comme ça. Ça va être mon point 2. Et ça, je vais appeler le point 2. Donc, ça, c'est mon point 2 réel. Et si je continue avec ma turbine, là, je vais juste mettre un petit peu plus d'espace ici. Et donc, pour ce qui est de ma turbine, même logique, je pars de 3. Si je finis à 4S, c'est parce que j'ai un rendement de 100%, mais dans la vraie vie, on sait que je vais avoir du frottement. Donc, ça va augmenter mon enthalpie, mon entropie. Et donc, je vais finir à la station 4, ici. Donc, notez qu'est-ce que ça implique. Donc, première observation, les rendements, on les calcule toujours avec les états de stagnation, un peu comme j'ai dit toujours. Donc, les noms des stations ici sont toujours avec les indices 1, 2, 3, 4. On met S si on y va, on fait une évolution isentropique ou pas. Mais à cette position 2, si on veut, dans cette station 2, je peux avoir une température T2, je peux avoir aussi une température T02. Donc, nos pressions, nos propriétés statiques et nos propriétés de stagnation, propriétés dynamiques, sont tous inclus dans la même station ici, pour la station 2. Donc, c'est ici, ça nous donne ça ici pour la turbine. Donc, pour le compresseur, ici, je vais avoir H02S moins H01 divisé par H02 moins H01. Et donc, notez que si je zoome, comme les deux points ici, les deux chemins, soit le chemin avec un rendement 100% ou notre chemin isentropique versus le chemin réel, l'évolution réelle. Donc, on voit que comme le point est toujours plus haut, donc 2 va toujours être plus haut que 2S en termes d'enthalpie. Donc, on a ce point-là ici. On a l'autre point en haut qui est légèrement plus haut, comme ça ici. Donc, ça veut dire que si on est dans le cas du compresseur, donc ça veut dire que H02S moins H01 va toujours être plus petit que H02 moins H01. Donc, ça veut dire que si je suis isentropique, voici le travail que je dois faire
Donc, ça, c'est le travail idéal que je dois dépenser pour atteindre mon ratio de pression. Et ça, c'est le travail réel que je dois dépenser compte tenu des pertes. Donc, c'est sûr que le travail réel va toujours être plus élevé que le travail idéal. Donc, c'est pour ça que ça va toujours me donner une valeur plus petite ou égale à 1. Donc, le cas particulier où je suis égal à 1, c'est parce que mon point 2 est collé à mon point 2S. Ça, c'est super important. Est-ce que tout le monde voit ça? Le point 2 est égal au point 2S ici. Donc, ça, on a un rendement de 100%. Très bien. Maintenant, on continue avec le même argument pour la turbine. On va encore arriver à la conclusion qu'on est toujours plus petit ou égal à 1. Je mets le égal à 1 parce que des fois, on va faire des cas hypothétiques où on est isentropique et qu'on va avoir un rendement de 100%. Mais encore une fois, donc vous voyez que l'énergie extrait du fluide, c'est toujours l'énergie extrait du fluide. Donc, dans la vraie vie, vous allez toujours réussir à extraire une certaine quantité d'énergie dans votre turbine. Ou si on veut, dans le cas hypothétique, vous allez toujours avoir une quantité maximale d'énergie que vous êtes capable d'extraire du fluide, mais dans le cas réel, la turbine va toujours extraire moins d'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça ici que vous allez avoir le cas particulier, vous allez avoir dans le cas de la turbine, une inversion entre le numérateur et le dénominateur. Donc, on fait la différence entre la station 3 et la station 4. Et donc, ça, c'est ce que vous allez extraire réellement. Donc, ça va être une valeur plus petite que ce que vous pouvez extraire dans le cas idéal, c'est-à-dire entre le point 3 et le point 4S. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose à dire là-dessus? Je pense que c'était pas mal tout. Donc, on peut continuer avec notre exercice. Dans le cadre de l'exercice ici, on va supposer la variation d'énergie cinétique nulle, un peu comme on avait dit dans notre premier contexte. Donc, on est dans un... Et ça, c'est variation d'énergie... attends, on va marquer plutôt comme c'est ici. Variation d'énergie cinétique pratiquement nulle. Donc, ça veut dire que le fluide arrive à basse vitesse dans le compresseur et puis est expulsé de la turbine à basse vitesse. On y va un petit peu loin dans notre hypothèse en disant que même au point 2 et au point 3, la vitesse est relativement faible. Encore une fois, ça, c'est comme je vous dis, c'est vraiment juste un exemple pour se simplifier puis regarder un peu une vue d'ensemble. Donc, dans ce cas-là bien précis, donc là, faites attention, dans ce cas-là bien précis, donc, on a notre enthalpie H qui est égale à l'enthalpie statique plus V carré sur 2. Et donc, comme la variation, donc on va dire ici, ça c'était pour le... On y va avec la turbine, donc je l'ai appliqué pour la turbine, l'entrée de la turbine. H04, la sortie de la turbine. Comme c'est ici. Et donc, si je m'intéresse, par exemple, à faire H03 moins H04, un peu comme on a dans le numérateur. Donc, ce qu'on va se trouver à faire, ça va être H3 moins H4 plus, donc ce qu'on va appeler ici V3 au carré sur 2 moins V2 au carré sur 2. Et donc, c'est ce terme-là ici que dans notre première approximation, dans cet exemple-là, dans ce contexte-là ici, qu'on va dire que ça ici, c'est à peu près égal à 0. Et par conséquent, ça nous amène à dire que la variation d'enthalpie de stagnation est sensiblement la même que la variation d'enthalpie statique. Donc, ça ne veut pas forcément dire que la vitesse elle est nulle à l'entrée et à la sortie, mais ça veut plutôt dire que la variation elle est nulle. Donc, la variation d'énergie cinétique, elle est plutôt nulle. Donc, ce que ça va nous permettre, ça va nous simplifier un peu la vie et ça va nous dire que pour cet exercice-ci, ou en fait pour le TP d'aujourd'hui,
on va pouvoir faire la simplification suivante, que le rendement de la turbine va être égal à H3 moins H4 divisé par H3 moins H4S, comme c'est ici. Donc, en plus, si on a des CP constants, donc si on a des CP constants, donc à ce moment-là, notre rendement de la turbine devient T3 moins T4 divisé par T3 moins T4S, comme c'est ici. Voilà, comme ça, T4S. Et donc, avec un raisonnement similaire pour le compresseur, on va arriver à T2S moins T1 divisé par T2 moins T1. Donc, ça, c'est CP constant plus variation d'énergie cinétique nulle. Donc, il faut garder ça en tête ici. Parfait. Donc, nous, bon, je me répète, mais je veux juste mettre l'emphase, j'aime quand même beaucoup plus de détails parce que c'est notre premier exercice. Là. Évidemment, je ne mettrai pas toujours autant de détails dans la résolution. Donc, pour revenir un peu à la question que j'avais en début de TP, là, disons que ce n'est pas un exemple typique où que je m'attends à ce niveau de détail-là quand vous faites votre examen. Là. Je mets vraiment plus d'explications qu'on en a besoin. Donc, nous, on cherche T4, donc température à la sortie de la turbine. Donc, je vais prendre cette équation de rendement de la turbine et je vais isoler mon T4. Donc, ça va me donner T3 moins le rendement de la turbine qui multiplie T3 moins T4S, comme ça ici. Très bien. Donc, toujours dans le contexte de cet exercice-là, on nous donnait quand même un petit peu plus d'informations. Donc, ça, je vais juste mettre ça à côté ici. Donc, on sait que la température min et max, donc les températures min ici, on nous avait donné 310. Et la température max, celle-là ici, on nous l'a donnée également. Et ça, c'était 1160. 1160. Donc, on connaît notre T3, on connaît notre T1. Là, on nous demande notre T4. Donc, T3 est connu. On connaît le rendement de notre turbine. Je vais noter ça ici. Donc, le rendement de la turbine, on nous avait donné 82, 0,82. Et le rendement du compresseur, ça, c'est égal à 0,75, comme ça ici. On avait déjà dit que le ratio de pression, lui, était égal à 8. Voilà, OK. Donc, on connaît T3, on connaît eta T, le rendement eta T. On connaît T3, il nous reste à calculer T4S. Donc, T4S. Je connais 3 et je veux trouver T4S. On voit que les deux points sont parfaitement alignés verticalement. Donc, ça veut dire qu'ils sont à la même entropie. Si les deux points sont à la même entropie, ça veut dire que je peux faire une évolution isentropique. Et ça, c'est extrêmement important. Si je peux faire une évolution isentropique, donc je peux utiliser mes équations isentropiques. Et donc, ça ici, par exemple, j'ai une équation qui me permettait de dire P4 sur P3, donc je vais intervenir les stations 3 et 4, c'est égal au ratio T4S sur T3, comme ça ici, exposant gamma sur gamma moins 1, comme ça ici.
Donc, ici, propriété des gaz, si on a gamma ici, quelle valeur qu'on nous a dit d'utiliser pour gamma? Bon, ici, on utilise gamma égale 1.4. Donc, toujours prendre les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Ici, on ne précisait pas vraiment de valeur, mais j'avais fait cet exemple-là avec un gamma de 1.4. Donc, on connaît T3. On ne connaît pas P4 ni P3, mais on connaît le ratio de pression. On nous a donné que le ratio de pression était égal à 8. Donc, ça veut dire que la pression en 3, l'entrée de la turbine, elle est très grande et diminue dans la turbine. Donc, ça veut dire que P3 sur P4 est égal à 8. Donc, P4 sur P3, c'est égal à 1/8. Donc, on isole ici notre T4S. Donc, T4S va être égal, T4S va être égal à T3 qui multiplie P4 sur P3, le tout exposant gamma moins 1 sur gamma, comme ça ici. Donc, ça ici, c'est une multiplication. Donc là, ici, on peut évaluer. Donc, T3, on avait déjà la valeur, 1160. Multiplié par P4 sur P3. Donc, comme je vous ai dit, on ne connaît ni P4 ni P3, mais on sait qu'ils ont un ratio de 1/8. En fait, on a un ratio de 8, mais on fait l'inverse ici. Et les exposants, donc on a un gamma qui est égal à 1.4. Donc, 1.4 moins 1 divisé par 1.4. Et donc, ça ici, ça vous donne une valeur de T4S de 640,4 Kelvin. Donc, ça, c'est un résultat intermédiaire. Donc, ça veut dire que si on avait un rendement de 100% dans la turbine, pour en extraire une pression qui correspond à un ratio de 8, on aurait obtenu à la sortie de la turbine une température de 640,4. Ça fait du sens, parce qu'on extrait de l'énergie de notre turbine, donc on s'attend à ce qu'il y ait moins que la température diminue. Super, monsieur. Oui. J'aimerais revenir, si vous permettez, à la formule de P4 sur P3, qui est égale à T4. Exact. C'est bien parce que l'évolution 1 à 4 est isobare, qu'on a pu écrire que P4, au lieu de mettre P4S, on a écrit P4U. C'est bien ça? OK. Excellent point. Donc, ce qui est important, c'est, puis je pense que si j'ai bien compris ta question, il faut mettre en évidence que le point 4 et le point 4S sont à la même pression. Donc, c'est un peu ça ta question? Donc, comme le point 4 et le point 4S sont à la même pression, donc on ne va pas noter P4S, parce que, comme je dis, le point 4 et le point 4S sont à la même pression. Donc, juste pour simplifier ou alléger la notation, on ne va pas noter deux variables différentes quand la valeur physique derrière ça, c'est la même. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond parfaitement à ma question. Merci. OK. Parfait. Donc, on vient d'obtenir notre T4S et à partir de ce T4S-là ici, je peux mettre ça dans cette équation-là ici et je vais obtenir mon T4. Donc, on y va. Donc, T4 va être égal à T3, 1160, moins le rendement de la turbine qui était de 82, qui multiplie 1160, moins ce que je viens de calculer, 640,4. Et ça ici, ça va me donner 733,9 Kelvin. Voilà. Donc, ça ici, ça c'est la réponse à la première question. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, soyez à l'aise parce que de poser des questions, là, je m'attends à ce que vous ayez des questions plus de base du point de vue thermo. Là, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la thermo. Et puis, comme je vous dis, là, comme un petit peu une hybride, là, on va sûrement refaire d'autres exercices jeudi matin. Je n'aurai pas le temps de faire tous les exercices que je veux, donc on ne se presse pas avec le temps.
Je veux vraiment qu'on fasse les exercices nécessaires. On fasse les exercices nécessaires. Donc, pas d'inquiétude à avoir ici. D'accord. Maintenant, en B, on demande le travail net en la sortie, donc ce qu'on appelle le network output. Donc, B net. Oups. Net work output. On va juste appeler notre work out, ça va être plus simple la notation. OK. Donc, c'est ici deux façons de le voir. Donc, on a, comme on avait déjà dit, je vais mettre ça ici en rouge pour... Donc, on a du Qin. Donc, ça, c'est la chaleur qui est injectée dans notre système via la réaction chimique dans la chambre de combustion. On a Qout. Ça représente la différence. Ça représente la différence de chaleur entre ce qui sort de la turbine versus ce qui rentre dans le compresseur. On a ici, je vais mettre ça en orange, ce qu'on appelle WC. Donc, ça, c'est l'énergie qu'il faut donner au fluide. C'est l'énergie qu'il faut donner au fluide. En fait, c'est l'énergie qu'on donne au fluide lorsqu'on désire atteindre le ratio de compression désiré, 8. Et donc, ça veut dire que c'est on donne ça au fluide. Et dans la turbine, on a WT. Donc, c'est l'énergie qu'on enlève du fluide pour donner à notre arbre qui est lié au compresseur. Donc, on enlève du compresseur pour donner à la... Oh, excusez, on enlève de la turbine pour donner au compresseur. Voilà. Et ça ici, je vous laisse vérifier par vous-même, mais c'est équivalent de dire... C'est la même chose de dire Qin moins Qout que de dire WT moins WC. Donc, c'est équivalent. Donc, ça, je vous laisse regarder un peu, mais je peux vous donner un peu un point de départ pour vous en convaincre. On va mettre ça comme ça ici. Donc, W net output. Donc, on avait dit que ça, c'était Qin moins Qout. Et ça, Qin, c'est faire un bilan entre l'entrée et la sortie de la chambre de combustion. Donc, on est toujours avec nos CP constants. Donc, je peux exprimer ça en fonction de la température. Oups, ça c'est T3 moins T2. Ça, c'est mon Qin. Et mon Qout, ça va être T4 moins T1. Donc, la sortie du compresseur avec la sortie de la turbine avec l'entrée du compresseur. Voilà. Donc, ici, on va prendre, je vais remettre la valeur ici de CP en haut. Donc, on va utiliser une valeur de CP qui est égale à 1005 kilojoules, en fait des joules par kilogramme Kelvin, ou 1,005 en joules, en kilojoules Kelvin. Donc, c'est la valeur des CP qu'on va utiliser. Donc, on connaît T1, on a calculé T4, T3, c'est donné dans l'énoncé. Il nous reste à déterminer T2. Donc, T2, c'est... Est-ce que ce n'est pas plutôt T3 moins T4 et l'autre T2 moins T1? Toi, qu'est-ce que tu dis? Pour le W net, en fait. Toi, tu dis T3 moins T4 et puis
Ben, en fait, c'est un peu ça la Ah, ok. Vous avez pris Q1 moins Q1. Ok. de deux façons différentes. Soit qu'on Ouais, fait ouais, un c'est bon, bilan c'est de bon. chaleur ou soit qu'on fait un bilan de travail sur le compresseur. Mais en fait, tu viens de donner un peu la réponse. C'est un truc que je voulais que vous fassiez un peu par vous-même, là, manipuler algébriquement, mais tu vas te rendre compte que c'est algébriquement équivalent les deux. Parfait. Donc, ici, on prend notre équation du rendement du compresseur, comme ça ici. On l'avait déjà simplifié, simplifié préalablement. Donc, T2S moins T1 divisé par T2 moins T1, comme ça ici. Et donc, nous, on veut notre T2. Donc, ça va être T2 qui va être égal à T1 plus T2S moins T1 divisé par le rendement de notre compresseur. Ici, c'est état indice C. Je n'ai pas dit clairement, hein, l'espèce de N, c'est vraiment état, la lettre grecque état qu'on utilise pour le rendement. Donc, je connais tout sauf mon T2S. Et là, je vais vouloir déterminer mon T2S. Donc, je vais utiliser encore une fois une relation isentropique. Donc, je reviens à mon schéma. Ce que je veux trouver, c'est mon T2S. Je connais pression et température au point 1 et je connais ma pression au point 2, au 2S aussi. Donc, il me reste juste à déterminer mon T2S. Donc, relation isentropique, de façon très similaire, on va procéder de façon très similaire à ce qu'on a fait pour la turbine. On va réappliquer ce même concept-là pour le compresseur. Évidemment, on ajuste les indices parce qu'on n'est pas, on est au compresseur plutôt qu'à la turbine. OK. Donc, à partir de ici, on va avoir P2S sur P1, comme c'est ici. Et donc, c'est ici, c'est le ratio T2S divisé par T1, comme c'est ici, et gamma sur gamma moins 1. Voilà. Très bien. Après ça, on extrait notre T2S. Donc, ça va nous donner le ratio P2. Oups, j'ai marqué P2S, il n'y a pas de S ici. P2 sur P1. Et le tout exposant gamma moins 1 sur gamma. Et ça multiplie T1 comme ça ici. Donc, P2 sur P1, on connaît le ratio, c'est 8. Gamma 1,4, T1 310 Kelvin. Donc, on peut déterminer notre T2S de cette façon-là. Donc, ça fait 8 exposant 1,4 moins 1 sur 1,4 multiplié par 310 Kelvin. Donc, ça ici, ça nous donne 645,3 Kelvin. Très bien. Donc là, après tout ça, attends, j'ai sauté. C'est plutôt 561, quelque chose en fait. Ouais, 561, tu as tout à fait raison. 561,5 Kelvin. Et là, on calcule notre T2. J'avais donné la réponse du T2 en faisant ça ici. Donc, ça fait 310 plus 561,5 moins 310 divisé par le rendement, 0,75. Et ça ici, ça va nous donner 645,3 Kelvin, comme ça ici. Donc là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour venir calculer notre travail net à l'output. J'ai mon T2, j'ai calculé mon T4, non, j'ai calculé mon T3 tantôt et T1, T4, on l'avait dans l'énoncé. Parfait. Donc, on y va avec ça ici. Donc, W net out. Donc, 1,00.
5 multiplié par la différence de température à la chambre de combustion, donc 1160 moins 645,3, comme c'est ici, moins la différence de température entre la sortie de la turbine et l'entrée du compresseur, donc 733,9 moins 310, comme c'est ici, ferme le crochet. Oups, j'ai mis 2 points, c'est égal, comme c'est ici. Et donc, c'est ici, je vous donne la réponse telle quelle. 91,3 kilojoules kilogramme. Donc, ici, je pense que je n'ai pas précisé, là, mais en termes, on a toujours l'habitude de parler d'énergie spécifique. Hein, ça va être des joules par kilogramme. Ça va toujours par unité de masse. Éventuellement, on va parler de puissance et on va combiner l'effet du débit massé. Donc, au lieu d'avoir des kilojoules par kilogramme, on va finir par avoir des kilojoules par unité de temps, ce qui est vraiment une unité de puissance. OK, donc on essaie ici. Et, bon, est-ce que vous avez des questions là, là-dessus? Ici, c'était notre réponse en B. Juste, je vois parce qu'on a quand même des chiffres un peu différents. C'est certainement dû aux arrondis. Est-ce que vous en tenez rigueur? Ouais, là, c'était 91,3. Non, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Là, on fait l'exercice. Ouais, sur la réponse de l'énoncé, oui. Moi, quand j'étudie, j'ai un peu moins que ça. Okay. Mais est-ce que les arrondis, vous en tenez rigueur, en fait? C'était ça ma question. Oui, c'est ça. Moi, ça fait déjà quelques temps que que j'avais écrit ces exercices-là, mais habituellement, j'ai l'habitude de garder toutes les décimales dans la calculatrice. Là. OK, parfait. Ouais. Donc, je garde toutes les décimales dans le calcul intermédiaire et puis à la fin, j'essaie d'avoir un minimum de 3 chiffres significatifs. Parfait. Donc, ici, en C maintenant, l'efficacité thermique nette. Donc, l'efficacité thermique nette. Donc, c'est état thermique net. Donc, ça veut dire qu'on prend le travail net. On prend le travail net divisé par l'énergie fournie. Donc, l'énergie fournie, c'est ce qui a été libéré dans la chambre de combustion. Donc, l'énergie dans la chambre de combustion. Donc, c'est ici, ça nous dit, encore une fois, on a des CP constants, c'est le but de l'exercice. Donc, on a raisonné en termes d'enthalpie, on a simplifié avec les CP. Donc, ça nous donne T3 moins T4. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait calculé en haut. Hein. C'était ce qu'on avait calculé en haut, mais avec ici, on avait pris le travail, donc T3 moins T4. Et ici, c'était T2 moins T1. Donc, ici, c'est le travail fait à la turbine moins le travail du compresseur. Donc, c'est notre travail net. Divisé par ce qui a été l'énergie dégagée dans la chambre de combustion. Donc, ça, c'est la sortie de la chambre de combustion moins l'entrée de la chambre de combustion. Donc, c'est T3 moins T2. Voilà. Donc, on a déjà tous les chiffres pour ça. Donc, on peut faire notre évaluation numérique directement. Donc, ça nous donne 1160 moins 733,9 moins la différence entre 645,3, je crois, moins 310, divisé par
1160 moins 645,3. Et donc, ça ici, ça nous donne un rendement thermique assez médiocre de 17,6 %. Donc, ça ici, c'est important de faire une petite discussion là-dessus, à savoir comment ça se fait qu'on a un rendement si faible que ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est une machine thermique et généralement, les machines thermiques n'ont pas un bon rendement. OK, excellent. Mais est-ce que tu es capable de me dire pourquoi là, la machine thermique n'a pas un bon rendement? Il me dit que, en fait, si on veut maximiser la puissance, on va dire, de sortie, on est obligé d'augmenter la quantité de carburant. Donc, du coup, comme on ne peut pas récupérer toute l'énergie issue de la combustion, donc on utilise juste une partie de cette combustion et le reste se transforme en perte. En fait. OK, excellent. Je pense que tu vas dans la bonne direction. Je pense qu'on peut dire ça de façon un peu plus légèrement différente dans la mesure où les machines thermiques ne sont pas efficaces parce qu'on éjecte des gaz à haute température et par conséquent, c'est de l'énergie perdue. Idéalement, on aimerait avoir une température à la sortie de la turbine la plus faible possible. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que la chambre de combustion, elle va augmenter la température. C'est la seule façon qu'on a de transférer l'énergie chimique en énergie mécanique, c'est de passer par une élévation de température. Et la turbine essaie de diminuer la température du mieux qu'on peut, mais ce n'est jamais très efficace. Il va toujours y avoir une température élevée qui va être à la toute fin. Donc, c'est un peu l'idée derrière tout ce qui est régénération, les systèmes de régénération qui va permettre d'essayer de capturer le plus possible l'énergie qui sort de la turbine et essayer de la redonner, par exemple, en réchauffant l'air qui va entrer dans le compresseur. Est-ce qu'il y a moyen de faire un transfert d'énergie et de gagner un peu d'efficacité comme ça? Donc ça va permettre justement, dans des installations industrielles, on a un peu plus de flexibilité, plus d'espace. En aéronautique, ça représente beaucoup plus de masse et au final, on n'est pas si gagnant que ça. En fait, on n'est pas gagnant si on adopte ce genre de processus-là, de fonction-là. Donc, rendement faible parce qu'on éjecte beaucoup de chaleur par la turbine et malheureusement, cette chaleur-là, on a payé le prix pour l'avoir, mais on ne l'utilise pas. Donc, on a emmagasiné le carburant mais, pour générer cette chaleur-là, mais malheureusement, on ne réussit pas à l'utiliser à des fins propulsives. OK, donc ça ici, c'était notre réponse en C. Maintenant, en D. L'efficacité du cycle idéal. Donc, du cycle idéal. Donc, l'efficacité thermique du cycle idéal. Donc, par cycle idéal, ce qu'on entend, c'est si on avait un rendement de 100% au compresseur et à la turbine. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser les températures T4, on va utiliser T4S et au lieu d'utiliser T2, on va utiliser T2S. Donc, ça va contribuer à augmenter le travail ici. Ça va contribuer à augmenter le travail pour une même quantité d'énergie. Donc, on s'attend à avoir une amélioration point de vue efficacité. Donc, on réécrit notre équation ici. Donc, ça va faire T3 moins T4S, comme ça ici, moins T2S, moins T1, comme ça ici. Et pour ce qui est de l'énergie fournie, ça ne change pas. C'est toujours T3 moins T2. Voilà. Très bien. Donc, ici, on peut faire l'application numérique. Ici, directement,
Donc, 1160 moins 640,4. Comme c'est ici, on vient soustraire T02S, hein, c'est 561,5 moins 310, comme c'est ici. Et le tout divisé par 1160 moins 561,5. Parfait. Donc, ça nous donne, ben, vous voyez déjà qu'il va y avoir une bonne augmentation, mais 0,44 8, donc ça fait 44,8%. Donc, encore une fois, ça, c'est un peu la limite thermodynamique du cycle de Brayton, dans ces conditions-là bien précises avec un ratio de pression de 8. Évidemment, si on augmente le ratio de pression avec ce qu'on avait vu précédemment, dans notre équation qu'on avait vue précédemment rapidement, on voit qu'on peut avoir un meilleur rendement thermique si on augmente le ratio de pression. Mais il faut comprendre que pour passer de 17 ou disons de 18% à 45%, ça va être l'efficacité du design de la turbine et du compresseur. Donc, on a quand même une marge de manœuvre. Plus le design va être bien fait, moins il va y avoir de pertes et plus notre rendement va être élevé. Mais il ne faut pas s'attendre à révolutionner le monde avec un bon compresseur puis avoir un rendement de 80%, un rendement thermique de 80%. On peut avoir un rendement de 80% pour le compresseur. On avait utilisé quoi? 75% pour le compresseur et 82% pour la turbine. Mais c'est ça. Donc là, on me dit quoi? J'ai fait une erreur de retranscription. Entre quoi et quoi? J'ai 561 au dénominateur, ce ne serait pas 645. 561, donc T2S. Au dénominateur, ici, on a bien T2S. Parce que j'ai utilisé T2 ici, dans le rendement hydrantropique, c'est T2S. Donc, je pense que c'est ça la source. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Donc, on est isentropique, hein, donc ça veut dire qu'il faut prendre les températures isentropiques. Donc, T3 moins T2S. Et T2S, c'est bien 561,5. Excellent. L'efficacité maintenant du cycle de Carnot. ABC, D, E. Et donc, en E, l'efficacité du cycle de Carnot aux mêmes températures. Donc, ça ici, pour ce qui est du cycle de Carnot, donc ça ici, c'est plus un point de comparaison, hein, le rendement thermique de Carnot. Ça ici, c'est W net divisé par Qin. Et ça revient à faire 1 moins Q out divisé par Q in. Et ça revient à faire... ouais, on peut l'exprimer directement en fonction des températures. Donc, ça fait 1 moins T. Ici, vous vous souvenez un peu avec la notation en thermodynamique, on utilise TL pour la température basse et puis TH pour la température high, donc haute, température chaude, température. Donc, le cycle de Carnot, en fait, on a juste besoin de savoir c'est quoi la température min, température max. Donc, ça fait ici qu'on va avoir les données, en fait, du problème, c'était directement les températures basses et les températures hautes. Donc, 1160. Et donc, ça ici, ça nous donne un rendement de 73. Et donc, la machine de Carnot, la machine thermique de Carnot, c'est la machine thermique la plus efficace
Donc, si vous avez un cycle de Brayton avec un rendement plus élevé que le cycle de Carnot, ben, vous avez fait une erreur de calcul. Ou vous avez révolutionné le monde de la thermodynamique. OK, donc c'est un point de comparaison. Hein. C'est juste pour dire à quel point le cycle de Carnot étant plus efficace que le cycle de Brayton. Où se situe le cycle de Brayton par rapport au cycle de Carnot? Mais l'application du cycle de Carnot, en fait, c'est une machine thermique qui n'a pas vraiment d'application concrète. Hein. C'était juste une hypothèse, pas une hypothèse, mais c'était un développement justement fait par Carnot pour savoir à quoi ressemblerait la machine thermique plus efficace, étant donné qu'on sait qu'à la base, les machines thermiques n'ont pas un rendement très, très élevé. Donc, c'était une question de savoir comment on pouvait contrôler, dans quelle direction aller pour améliorer le rendement thermique. Donc, ça me donne un peu une idée. OK, excellent. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va attaquer maintenant l'exercice 1.1, qui est maintenant avec des CP variables. Donc, ici, CP variable, ça, j'avais mis ça, exercice. Donc, juste pour, vous avez une table des propriétés de l'air. Donc, on se réfère à cette table-là ici. Donc, pour faire le lien entre température et enthalpie, donc notez que la température est en Kelvin, l'enthalpie, ici, c'est des kilojoules par kilogramme. Et on va avoir besoin des PR. Hein. Si vous vous souvenez des PR, des pressions relatives, ça n'a pas d'unité. Et à l'aide des pressions, des ratios de pression, on trouvait des PR. Donc, ça, ici, on prend l'exemple justement pour se remettre en contexte. Mais essentiellement, nous, dans le cadre de notre exemple ici, on va avoir besoin de T, de H et de PR. On va regarder ces colonnes-là ici. Donc, vous avez de 200 à 440 et après ça, ça continue ici jusqu'à 2250. Donc, il suffit tout simplement soit qu'on a une enthalpie puis on en trouve une température, ou soit qu'on trouve une température, on a notre enthalpie en fonction du PR qu'on va avoir calculé. Très bien. Donc, c'est la même mise en situation pour le 1.1. On nous demande juste de ne pas faire l'hypothèse des CP constants. Donc, en A, c'est la même question. Donc, on nous demande la température à la sortie de la turbine. Donc, on utilise toujours la même équation de rendement. C'est juste qu'ici, là, on va rester avec les enthalpies. Donc, c'est H3 moins H4 divisé par H3 moins H4S, comme c'est ici. Donc, on a besoin de trouver, pour trouver T4, on a besoin de trouver H4. Mais pour trouver H4, on va avoir besoin de trouver H3. Donc, H3, on peut regarder ça dans la table directement. Donc, on a H3 qui est égal à... Donc, ici, H, on avait 1160 degrés, 1160. 1160, c'est ici. Donc, notre enthalpie qu'on va prendre, 1230 et 92. Donc, ici, tout le monde voit bien ma souris? Donc, avec 1160 Kelvin, on utilise un enthalpie de 1230,92 kJ par kilogramme. Donc, H3 est égal à 1230,92 kJ par kilogramme à T3 égale 1160 Kelvin. Parfait. Donc, là, on a notre H3. H4, c'est ce qu'on cherche. Une fois qu'on trouve H4, on va le retourner dans la table pour trouver c'est quoi la T4 qui est associée à ça.
température, le rendement du compresseur, on a dit que c'était 0, non, rendement de la turbine, 0,82. Et on doit donc trouver H4S. On ne sait pas encore c'est quoi H4S. Donc, ça ici, rappel thermodynamique. Donc, le ratio des pressions. Donc, nous, on s'intéresse à l'état de 3 vers 4. De l'état 3 vers l'état 4. Donc, P4, donc je vais réécrire ça. P4 sur P3, ça va être égal aux pressions relatives PR4, ça c'est encore mal écrit, PR4 sur PR3. Et ça, les PR, c'est ce qu'on a directement dans la table ici. Donc, PR. Très bien. Donc, nous, on cherche notre PR4. Donc, ce qui nous donne que PR4 va être égal à P4 sur P3 multiplié par PR3, comme ça ici. C'est pas plutôt PR4S? Comme on avait dit tantôt, hein, les points 4 et 4S sont sur la même isobar, hein, ils ont la même pression. OK. Ouais, pour P4. OK, allez. Si on prend PR4, en fait, c'est comme si on allait pouvoir lire directement T4. Alors qu'il faut passer par le rendement de la turbine encore pour aller chercher. Oui, on va trouver H4S. On va trouver H4S. Ça va nous donner H4S. Ça ne va pas nous donner H4. Mais ouais. H4S et H4 sont les deux à P4. OK. OK. Donc, ici, OK, j'étais rendu ici. Donc, on a trouvé, donc, pour notre T3, on a trouvé que T3 était à 1160 degrés. On va aller lire aussi en même temps la valeur de PR associée à ce T3-là. On a besoin de notre PR3, donc on va aller lire notre PR associé à cette température-là. 1160 et notre PR est égal à 207,2. Donc, tout le monde voit le 207,2. Ça n'a pas d'unité, 207,2. Donc, PR3 est égal à 207,2. Et donc, notre ratio nous, de pression entre la station 3 et 4, c'était égal à 8. Voilà. Et donc, ça, on nous avait donné notre ratio RP qui était égal à 8. Et donc, notre PR4, donc le PR4 va être égal à 1/8 multiplié par 207,2. Et donc, ça ici, ça va nous donner une pression de 25,9. Donc, encore une fois, dans le PR, la pression relative n'a pas d'unité. Et donc là, on va aller dans la table et avec ce PR-là, 207,2, PR de 207, PR de 207. 25,9 plutôt. Ouais, c'est ça, j'ai pas lu le bon truc. 25,9, exactement. 25,9 ici. Donc, ça nous donne ici approximativement, j'ai interpolé légèrement, 25,9, ça donnait 680,3. Wow. Pas besoin d'interpoler. Moi, je l'avais fait interpoler, j'étais un petit peu plus motivé. Donc, à 25,9, ça nous donne un enthalpie H4S
de 692,19 kJ kg et ça nous donne un T4S de 680,3 Kelvin. Ouais. Et par conséquent, là, je veux calculer mon enthalpie en 4. Donc, j'ai besoin de trouver mon enthalpie en 4. Et donc, pour ça ici, bon, j'ai mon rendement, j'ai H3, H4 gelé. J'ai juste mon inconnu, c'est mon H4 maintenant. Donc, je peux calculer mon H4. Donc, le H4 ici, H4. Donc, ça se trouve être H3 moins le rendement de la turbine qui multiplie H3 moins H4 S. Voilà. Et là, je mets les valeurs dans mon équation. Donc, c'était quoi les valeurs encore? Donc, ça va me donner 1230,92 moins 0,82 moins H3, on avait H3, on avait 1230,92 et moins H4S, ce que je viens de calculer ou de lire dans la table, 692,19, comme c'est ici. Et donc, ça ici, ça va me donner un H4 qui est égal à 789,16 kJ kg. Donc, dans la table, à cette valeur de H4-là, je vais trouver un T4 de 770,1 Kelvin. Donc, ça, en fait, c'est le résultat désiré pour la question A. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, moi j'ai une question. Oui. J'ai vu que après le calcul de PR4, directement, vous avez calculé le H4S. Est-ce que ça dit que je dois conclure que bon, quand on utilise les pressions relatives, les calculs se contrôlent comme enthalpie et température sont les S, les isentropiques ou oui, pourquoi parce que ouais, oui, ça, voilà. isentropique. C'est parce que c'est isentropique. OK, d'accord, c'est bon. Merci. Ouais. Donc, c'est un peu comme on l'a fait tantôt précédemment. Précédemment, on avait dit qu'on utilisait une équation isentropique. C'était ici. On allait de l'état 3 à 4, ça nous donnait notre T4S. On utilisait une équation isentropique. Mais ça, cette équation-là était le résultat d'une intégration en supposant des CP constants. Donc ici, il y a deux hypothèses, isentropique et CP constant. Donc là, la méthode alternative qu'on fait en ce moment, c'est qu'on suit toujours le même protocole pour résoudre notre exercice. Donc, c'est-à-dire qu'on suppose toujours une évolution isentropique. La seule variante, c'est qu'on ne suppose pas des CP constants. Donc, c'est important de voir qu'on a toujours fait la même évolution de 3 à 4S. C'est juste que là, ici, on a fait à CP variable. On fait toujours de 3 à 4S, CP variable et isentropique. OK, donc ça, c'était la question A. Et donc, après ça, la question B. Donc, on nous demande le travail net en sortie. Donc, W net
out. Donc, W net out, ça se trouve être, encore une fois, Q in moins Q out, comme ça ici. Ça ici, on va avoir H3 moins H2. Donc, H3 moins H2. Moins ce qu'on a comme Q out, c'est-à-dire H4 moins H1. Donc, notez ici que là, on ne peut pas passer d'enthalpie à température, hein, parce que ça sous-entend justement qu'on a le même CP. Donc, on ne peut pas faire cette hypothèse-là dans le contexte dans lequel on est présentement. Donc, il faut rester avec les enthalpies et procéder au calcul. Donc, Q out. Donc, Q out, ça se trouve à être H4 moins H1, comme c'est ici. H4 moins H1. Donc, H4, on l'avait calculé en 1. H1, on connaît T1. Donc, H1, on peut aller le lire dans la table. Donc, ça nous donne 310,24 kJ kg à un T1 qui est égal à, ça c'est quoi, 310 Kelvin. À 310 Kelvin. Donc, Q out, comme on avait déjà notre H4, on peut procéder à ce calcul-là directement. Donc, 789,16 moins 310,24. Et donc, ça va nous donner 478,92 kilojoules kilogramme. Donc, ça, c'est notre Q-out. Le Q-in, lui, le Q-in, par contre, il va falloir faire un petit calcul. Donc, Q-in, ça va être H3 moins H2. H3, on connaît, calculé en A. Et le H2, ça, il va falloir passer par le rendement du compresseur pour le déterminer. Donc, encore une fois, par les PR. Donc, avec ça ici, on va avoir H2. Donc, rendement du compresseur ici, ça c'est donné par H2S moins H1 divisé par H2 moins H1, comme c'est ici. Et donc, le H2 qu'on cherche, donc ça va être égal à H1 plus H2S moins H1 divisé par le rendement du compresseur, comme c'est ici. Voilà. Et après ça, nous, on cherche notre H2. Notre H1, on le connaît déjà. Le rendement, on le connaît déjà, qui est 75 %. Et H2S, donc ça ici, on va faire notre calcul. Donc, on fait P2 sur P1 va être égal à PR2 sur PR1, comme on l'avait fait avec la turbine tantôt. Donc, notre PR2, on a besoin de connaître notre PR2. Donc, ça va être égal à PR1 qui multiplie P2 sur P1. Comme ça ici. Donc, P2 sur P1, on sait, c'est un ratio de pression de 8. PR1, c'est ici, on peut aller le chercher dans la table. Hein, on a déjà été voir à la table pour notre enthalpie de notre température à 310. On peut calculer aussi, on peut aller lire notre PR1. Notre PR1 à cette même température-là, c'était 1,5546. 1,5546. Encore une fois, ça n'a pas d'unité. Donc, notre PR2 va avoir 1,5546 multiplié par 8. Donc, ça va nous donner 12,43.
Voilà. Donc, ça nous donne notre PR2. Donc, ça, c'est notre PR2. Et maintenant qu'on connaît notre PR2, on peut aller dans la table et faire le chemin inverse, trouver c'est quoi notre H2S et notre T2S. Donc, à partir de ça ici, donc on va trouver H2S, 562,58 kilojoules, kilogrammes. Et on va trouver notre T2S qui va être égal à 557,25 Kelvin. Parfait. Donc, avec ça ici, on vient de trouver notre H2S. Donc, maintenant, connaissant notre H2S, on avait besoin de notre H2S ici pour revenir à notre équation et trouver notre H2. Et on avait besoin de notre H2 ici pour calculer notre QN. Le H3, on l'avait déjà. Donc, on vient évaluer notre équation qu'on avait déterminée avec notre rendement du compresseur. Et donc, notre H2, donc H2 va être égal à 310,24 plus 562,58 moins 310,24 avec un rendement de 75%. Et donc, c'est ici, notre enthalpie à la station 2, ça nous donne 646,69 kilojoules, kilogrammes. Donc, on a notre H2. Maintenant, on peut calculer notre QIN. Notre QIN qui était H3 moins H2. H3 moins H2, donc ça fait 1230,9 divisé par 646, oui, 646,69. Et donc, ça ici, ça nous donne, et là, on va arrêter là-dessus parce que je dépasse le temps, 646,69, ça nous donnait 584,23 kilojoules, kilogrammes. Et donc, le travail net, c'était la question pour la question B. Donc, c'est la différence entre ce qui rentre, 584,23, moins 478. 478,92. Et donc, ça nous donne 105,31 kilojoules, kilogrammes. Donc, ça ici, c'est le travail net en output. Parfait. Est-ce que vous avez questions, commentaires? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, ça, c'était le B. Ouais, on fera le C, D, E, qui était quand même assez similaire. Mais on le fera jeudi matin. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Donc, est-ce que vous avez des questions, commentaires sur le TP? Moi, je ne sais pas si on peut avoir un coup de pouce sur le 1.7, c'est un peu différent. Je ne sais pas, c'est juste question de mettre un peu sur les règles. Le 1.7, en fait, c'est carrément la température de l'air à la sortie qu'on nous donne. Donc, en position 4, quoi. Donc, après, on va chercher peut-être le 4S et le 3. Est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment... Parce que j'ai pensé à des itérations. Je ne sais pas si ça va être ça. Parce que j'étais resté un peu bloqué sur ça, en fait. Là, tu parles pour le C, c'est ça?
Le 1.7. Ah, Le numéro 1.7, comme on fait le dernier de la liste. 1.7, laisse-moi juste lire le 1.7. Lui aussi est ACP variable, c'est ça? Oui, c'est assez peu variable, mais c'est surtout que... Ah oui, il faut faire une itération, ça c'est sûr. Oui, il faut Ouais, c'est des itérations. Hein? Ouais. Ok. Tu vois, moi, j'avais Ok. fait 5 itérations. Combien? 5. Oh mon Dieu. Ok, merci. Mais ça, je vous dis, hein, les CP variables, là, c'est plus pour vous familiariser plus avec la physique. C'est clair, vous n'allez pas avoir de CP variables à l'examen, mais ça reste que c'est important de comprendre, de bien comprendre. Vous pouvez avoir des questions de compréhension sur les CP variables, mais je ne vous ferai pas calculer des enthalpies avec des CP variables. Mais ça reste que c'est bien de comprendre la logique et en quoi c'est différent et surtout de comprendre c'est quoi l'écart qu'on fait, l'erreur qu'on fait entre un calcul CP variable versus CP constant. Donc, vous voyez là, si on regarde dans les réponses, en résumé, pour ce qui est des rendements, c'est pas. Bon, la question 1, on la néglige parce que c'est indépendant du fait qu'on est CP variable ou pas. Mais les rendements ici, vous voyez qu'on fait quand même une erreur d'environ de l'ordre de 1 à 2 mais en aéronautique, 1 à 2 c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des CP variables tout le temps. Mais du point de vue calcul, vous voyez, l'ordre de grandeur est quand même bonne. Donc, pour des raisons pédagogiques, c'est très justifié d'utiliser des CP constants. Mais ça reste qu'il faut garder en tête que il y a une erreur qui est faite avec des CP constants. Mais si tu as une question sur ton exercice que tu fais, je vous encourage évidemment à faire le 1.7. Et donc, si tu as des questions, on peut regarder ta démarche, voir là, si tes itérations, si tes itérations sont bonnes ou pas. Là. Donc, je vous encourage quand même à faire ces exercices-là, même si je vous le dis directement, comme quoi il n'y aura pas de CP variable à l'examen. OK. D'autres questions, commentaires? Donc, j'imagine que c'est non. Donc, sur ça, je vous souhaite bon après-midi. Ceux qui voulaient me poser des questions à la fin du TP, je vais rester disponible pour vos questions. Sinon, on se reparle jeudi matin. Petite question rapide, Pascal. Est-ce qu'il va y avoir des TP qui vont être obligatoires? Pas du tout. Je te pose cette question parce que de temps en temps, j'ai des meetings que je ne peux pas rater et qui risquent d'être l'après-midi parce que je suis à temps plein chez Pratt aussi. Et Ouais. du coup, je voulais savoir s'il y en a qui allaient être obligatoires ou pas. Non, vous êtes des adultes, vous gérez votre temps comme vous voulez. Je ne prends pas les présences. Parfait. Dans tous les cas, je comptais être là à tous, mais simplement si un jour j'ai un meeting que je ne peux pas rater, c'est bon à savoir. Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée, à jeudi. À jeudi. Salut. Salut. Hey, je voulais savoir, est-ce que tu vas mettre l'enregistrement sur le portail? Tantôt, mon internet, le son rentrait comme pas bien. J'ai comme un peu manqué le premier 45 minutes. Oui, habituellement, je n'enregistre pas. Je vais te dire honnêtement, c'est parce qu'il y a un étudiant qui est hospitalisé en ce moment. Donc, pour l'accommoder, j'ai dit que j'étais pour enregistrer les premiers cours. Mais sinon, c'est à vous d'enregistrer. Vous pouvez enregistrer par vous-même. C'est juste que je l'enregistre sur le cloud et puis après un certain temps, ça s'efface. Hein, donc, la capacité du cloud n'est pas énorme. Donc, je pourrais donner l'enregistrement disponible à tout le monde, mais après, il ne faudrait pas prendre pour acquis qu'il va rester là indéfiniment. Là. Bon, ouais, c'est juste peut-être le réécouter, mettons, après le souper. Là. Ouais, avant de te coucher. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon. Ouais, je pense que je peux envoyer le lien. Là, je peux envoyer le lien puis à tout le monde. OK, parfait, merci. C'est bon.
OK. Ibrahima, tu avais une question? Ouais, j'avais une question un peu personnelle. En fait, moi, j'ai pas, dans mon cursus, j'ai pas encore fait le cours d'introduction à RE600, en fait. Je Ouais, l'ai pas encore fait parce que c'est tombé à une période un peu bizarre. C'est que maintenant,